Rachel, merci beaucoup. Je vous en prie et je vous laisse donc présenter votre table ainsi que vos invités et je vous souhaite une belle heure de partage. Je rappelle aux participants que nous prendrons quelques questions à la fin de cette table ronde. Vous pouvez nous adresser vos questions via le chat dans Session sur votre droite. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Philippe. Nous attendons un petit peu peut-être, Betty, parce que la table précédente vient juste de se terminer. Très bien. Donc, je pense que vous allez rattraper pas mal de monde de la précédente table. Je vous invite également à profiter au maximum de cet outil fantastique qui est cette plateforme Opin. Vous pouvez donc solliciter les speakers, solliciter toute l'équipe USA France Financials. Vous pouvez leur demander des rendez-vous B2B, one-on-one, des chats privés ou collectifs via la session ou via l'event sur votre droite. Et surtout, sachez que sur la gauche, dans la section Expo, vous pouvez aller visiter le stand USA France Financials. Vous avez toute l'équipe d'USA France à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous également sur leur planning qui sera indiqué sur leur stand. Donc voilà, je vous souhaite une belle heure de partage ensemble. Betty, c'est à vous. Très bien et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour notre deuxième conférence sur le thème de la succession internationale franco-américaine. Donc nous avons 1 heure pour traiter ce vaste sujet. Et pour ceux d'entre vous qui auront des questions, n'hésitez pas à nous les adresser dans le chat de la session, comme l'a bien dit Rachel. Nos experts veilleront à y répondre dans la mesure du possible à l'issue de leur présentation. N'hésitez surtout pas également à nous adresser vos questions directement ou bien vous rendre sur notre stand USA France Financials dans l'onglet Expo, sous l'onglet Session. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir nos 2 experts, Maître Valérie Duandré, avocate au barreau de Floride, et Maître Guillaume Micolo, responsable du pôle clientèle internationale chez Up Notaire, office notarial situé à Lyon. Alors, Maître Valérie Duandré est diplômée en droit en France et aux États-Unis. Et son cabinet, The International Family Law Firm, se spécialise dans le droit de la famille, des personnes et des successions. Elle plaide régulièrement devant les tribunaux de Floride et est aussi un médiateur certifié par la Cour suprême de Floride. Valérie est également un tuteur certifié par la même Cour suprême de Floride pour assister les enfants maltraités. Quant à Maître Guillaume Micolo, il est spécialisé depuis près de 20 ans sur les questions patrimoniales dans un contexte international et notamment dans un cadre franco-américain. Sa pratique couvre les domaines de planification successorale internationale, d'investissement immobilier pour les non-résidents, des problématiques matrimoniales et familiales transnationales, de l'expatriation et du retour en France. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la main à nos 2 experts et je vous retrouverai à l'issue de cette présentation pour les questions. Je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à tous. Betty, la présentation est bien affichée? Oui, on la voit bien. Bonjour à tous. Merci Betty. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire qui est dédié donc aux successions dans un contexte franco-américain. Alors, vous le comprendrez, dans le délai imparti, on ne sera pas en mesure d'être exhaustif sur la matière. Donc, on a, avec Valérie, décidé de conserver quelques thèmes, les grands thèmes liés au sujet, dont Valérie vous présentera. Et l'idée, c'est que dans chacun de ces thèmes, donc on va essayer d'être aussi pratique et synthétique que possible, eh bien de vous donner les grandes alertes, les points vraiment d'attention sur les sujets en question. Alors, on a également essayé de toucher le maximum concernés par ces successions franco-américaines. Notamment, cette présentation va s'adresser aux Français, également aux Américains, aux binationaux, aux personnes qui habitent aux États-Unis ou en France, qu'elles aient la carte verte ou un visa d'installation uniquement aux États-Unis, aux personnes qui ont du patrimoine soit en France ou aux États-Unis, ou les deux, patrimoine immobilier ou financier, qui peuvent avoir des enfants mineurs dans un ou 2 pays. Et de manière générale, cette présentation s'intéresse aux personnes qui s'interrogent sur la façon de transmettre leur patrimoine international dans les meilleures conditions juridiques et fiscales possibles. Et donc, je vais laisser le soin à Valérie de présenter les différents thèmes que l'on vous exposera aujourd'hui. Donc, en gros, on va parler des problématiques vraiment légales d'une succession franco-américaine, à savoir comment cela se passe en France ou aux États-Unis.
Ensuite, on va vous parler aussi des conséquences fiscales de ces successions franco-américaines. Et enfin, on va essayer de vous expliquer les divers instruments qui peuvent être mis en place lorsque on est dans le cadre d'une succession internationale. Voilà, donc l'idée, c'est de suivre un peu le cheminement normal en fait, d'une planification successorale. On s'intéresse d'abord aux problématiques civiles, ensuite la fiscalité, puis on voit comment on optimise grâce aux différents outils qu'on vous présentera. Voilà. Donc, en ce qui concerne les problématiques légales, aux États-Unis, en tout cas en Floride spécifiquement, mais aux États-Unis en général, la succession passe par la cour, ça passe par le tribunal. Donc, il va y avoir plusieurs intervenants, notamment l'avocat, le juge et le représentant légal de la succession. Et enfin, dans certains cas, le comptable s'il y a des taxes à payer. On va en parler plus tard. L'avocat va donc aider le représentant de la succession à faire toute la procédure une à une. C'est-à-dire qu'il va y avoir des plaidoiries puisque ici, la succession est supervisée par le juge. Elle n'est pas faite par le notaire puisque nous n'avons pas de notaire civil aux États-Unis. Nous avons des US notaries qui n'ont rien à voir avec les notaires civils français. Et donc, il va y avoir le plus important, si vous voulez, c'est de comprendre que la cour, le tribunal, va contrôler, va superviser toute cette procédure et va donner son accord à chaque étape. Il y a plusieurs étapes et la première étape, c'est vraiment de nommer le représentant légal. Et le représentant légal, c'est lui qui va faire tout le travail. Une fois qu'il obtient ce qu'on appelle des lettres d'administration, il aura tout pouvoir pour contacter les banques, pour faire un inventaire, pour contacter tous les créditeurs et pour organiser la succession, évidemment avec l'aide de l'avocat et la supervision du juge. En matière de taxes, puisque comme en France, il y a des délais qui sont de 9 mois à 15 mois après le décès, il faut faire la déclaration fiscale. Il faut aussi comprendre que l'ARS, qui est l'équivalent du Trésor public en France, est assez sympa avec les cas étrangers, puisqu'ils comprennent que souvent, il y a des héritiers à l'étranger qui ne savent même pas qu'il y a des biens aux USA. Dès lors, de mon expérience, à chaque fois qu'un comptable, puisque c'est eux qui s'occupent de la partie fiscale, a demandé à ce que les pénalités soient enlevées, à ma connaissance, ça a été en général accepté. Et la distribution des biens va se faire avec ou sans testament, ça dépendra et on va vous expliquer l'importance du testament. Il y a plusieurs procédures aussi qu'il faut garder en tête et notamment il y a une procédure, quand il y a déjà une procédure qui est commencée en France, il va y avoir ou dans un autre pays, la procédure qu'on va avoir ici en Floride ou ailleurs aux États-Unis s'appelle une procédure ancillaire. Ensuite, il y a plusieurs procédures même à l'intérieur des procédures ancillaires puisqu'il y a une procédure plus formelle et plus longue pour les successions de plus de 75 000 $. Et les successions, il faut savoir que les successions de moins de 75 000 $ vont être plus rapides et très souvent, on n'a même pas besoin d'un représentant de la succession. Donc voilà, c'était, si vous voulez, un petit résumé de la succession en Floride. Alors en France, lorsqu'une succession est ouverte, et on verra dans quel cadre on ouvre, soit aux États-Unis, soit en France, donc en France, la procédure est totalement différente. Déjà en France, c'est le notaire qui règle les successions. Comme l'a dit Valérie, le notaire français et européen de manière générale n'a rien à voir avec le notariat public américain. Le notaire français, c'est un juriste au même titre qu'un avocat qui a fait 5, 6, 7 ans d'études et passé différents diplômes. Et notamment, en plus, c'était un officier public ministériel. Alors, la grande différence entre les successions américaines et les successions françaises, c'est qu'en France, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de représentant de la succession. On n'a pas d'intermédiaire entre le défunt et les héritiers. En France, les héritiers se sont dit avoir la saisine. La saisine, c'est quoi? C'est qu'ils prennent possession directement des actifs au décès du défunt. On n'a pas de représentant de la succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de l'exécuteur testamentaire, qui est très important aux États-Unis, le sera beaucoup moins en France. L'exécuteur testamentaire en France, alors, il y a quelques exceptions, mais n'a quasiment aucun pouvoir. Il est là uniquement lorsqu'on le désigne dans le testament, parce que ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'on le désigne, il est là pour s'assurer que les volontés du défunt sont bien respectées. Donc, en fait, au décès, intervention du notaire qui va gérer la succession de A à Z. Donc, c'est le notaire qui va contacter les banques, les caisses de retraite. C'est le notaire qui va contacter l'administration fiscale.
qui va faire la déclaration fiscale de succession, qui va la transmettre aux impôts. Donc, c'est le notaire qui fait tout. Hein. Il y a un intervenant, transmission directe aux héritiers qui ont été identifiés et un exécuteur testamentaire qui a des pouvoirs très, très limités et que l'on nomme très rarement en fait en France dans les testaments puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, les grands actes notariés rédigés par le notaire français, c'est d'une part l'acte de notoriété. L'acte de notoriété, c'est l'acte qui va en fait déterminer qui sont les héritiers, hein, qui va préciser la qualité des héritiers de chacun. On peut être amené aussi à rédiger ce qu'on appelle une attestation de propriété immobilière, c'est-à-dire que s'il y a un bien immobilier en France, eh bien, transmission du défunt aux héritiers, c'est un document qui atteste que les héritiers sont désormais propriétaires du bien immobilier. Et puis, le notaire se charge également de la déclaration fiscale de succession. Alors, lorsque le défunt décède sur le territoire national, on a 6 mois pour régler les droits de succession. Hein, enfin, les héritiers ont 6 mois pour payer les droits de succession. Ça veut dire que normalement, le notaire doit faire en sorte de régler la succession dans les 6 mois. En revanche, lorsque le défunt décède à l'étranger, dans ce cas-là, on a 1 an. Hein. Alors, également, comme le disait Valérie, alors, le fisc français est également plutôt bienveillant dans le cadre de succession internationale, avec des défunts décédés à l'étranger. Comme le rappelait Valérie, c'est toujours plus compliqué de déterminer les actifs qu'il peut y avoir à l'étranger. Et donc, en théorie, si l'on dépasse les délais, eh bien, on s'expose à une pénalité de 10% pour retard dans la déclaration, avec ensuite des intérêts de retard par mois. Sachez que si effectivement on dépasse le délai et si on arrive à expliquer les raisons de ce déplacement, parce que c'est l'international, parce que c'est compliqué, parce qu'on a du mal à avoir les documents, parce que le confrère à l'étranger ne répond pas à email, etc., eh bien, on peut faire sauter ces 10%. En revanche, on aura quand même les intérêts de retard. Mais l'administration fiscale est plutôt bienveillante au regard des successions internationales. Donc, voilà comment ça se passe aux US, voilà comment ça se passe en France. Maintenant, dans le contexte franco-américain, comment est-ce qu'on détermine où va s'ouvrir la succession ? La première question qu'on doit se poser en la matière, c'est il va falloir déterminer la loi successorale applicable. Quelle est la loi successorale qui s'applique à ma succession ? Attention, la loi successorale, ce n'est pas la loi fiscale. Les gens font souvent la confusion. Avant de savoir comment je vais être taxé, il faut savoir qui va recevoir quoi et selon quelle quotité. Et c'est justement à ça que sert la loi successorale. Elle va déterminer qui sont les héritiers, enfants, conjoints survivants ou autres. Elle va déterminer la quote-part de chacun dans la succession. Et cette loi précisera également si certains héritiers sont protégés par rapport à d'autres ou sont prioritaires par rapport à d'autres. C'est ce qu'on appelle les héritiers réservataires. Donc, la loi successorale répond à la question qui reçoit quoi selon quelle quotité. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que les enjeux en termes de transmission vont être eux-mêmes très importants. C'est-à-dire qu'on aura en fonction de la loi applicable, la loi française ou la loi américaine, ou les deux, on verra que dans certains cas, les deux lois peuvent s'appliquer, on aura plus ou moins de liberté en termes de transmission. Si la loi française s'applique, on va être assujetti à la réserve héréditaire. Hein, la réserve héréditaire, c'est quoi ? C'est qu'en France, certaines catégories d'héritiers sont protégées, sont prioritaires, notamment les enfants. Les enfants doivent forcément recevoir une quote-part de la succession sur les biens soumis à la loi française. On ne peut pas déshériter ses enfants. On peut, en revanche, en France, en présence d'enfants, déshériter le conjoint. Ça, c'est possible. Donc, réserve héréditaire française, quid aux États-Unis, Valérie ? Alors, aux États-Unis, en tout cas, spécialement en Floride, attention, il faut aussi retenir quelque chose de très important. Aux USA, en ce qui concerne les lois successorales, c'est par État. Okay, ça n'est pas, il n'y a pas de loi fédérale pour tout le monde. Donc, c'est par État. Et c'est très important parce que parfois, j'ai des gens qui me contactent et qui veulent que je leur fasse ou que je leur donne des conseils sur une succession en Californie, au Oklahoma. C'est pas possible. Okay, parce que les avocats sont spécialisés par État, à part s'ils ont le barreau de plusieurs États. Donc, retenir ça. Et donc, en Floride, il est vrai que les héritiers réservataires, bon, par principe, il n'y en a pas. On peut déshériter ses enfants, avec quelques exceptions. Okay, à savoir l'électif share, qui est la part du conjoint survivant, à part si on a renoncé par contrat de mariage. Donc, s'il n'y a pas eu de renonciation par contrat de mariage, eh bien, l'électif share dit que le conjoint survivant doit toucher au moins 30% de tous les biens, okay,
de celui qui est décédé. Au moins, c'est un minimum. Donc, si le décédant a fait un testament ou déshérité complètement son conjoint, eh bien, le conjoint survivant a le droit d'élire, d'obtenir l'option d'obtenir au moins 30%. Ensuite, le homestead. Alors, j'imagine que les gens qui vivent aux États-Unis connaissent très bien le homestead, mais je ne parle pas du homestead qui vous permet de garder les taxes sur les propriétés. Je ne parle pas de celui-là. Je parle du homestead qui protège la famille contre un propriétaire décédé qui aurait voulu léguer cette propriété familiale à des tierces parties. Donc, la résidence familiale est protégée s'il y a un conjoint survivant ou s'il y a des héritiers mineurs. Donc, si, par exemple, une personne a des héritiers majeurs, ok, les héritiers majeurs ne sont pas protégés. On peut, aux États-Unis, complètement déshériter les héritiers majeurs, donc les enfants majeurs. Le conjoint survivant est en fait beaucoup mieux protégé que les enfants majeurs. Il faut se rappeler de ça. Ouais. Donc, en France, effectivement, on pourrait faire un peu synthétique. En France, on ne peut pas déshériter ses enfants alors qu'on peut aux États-Unis. Et en France, on peut déshériter son conjoint alors qu'on ne le peut pas aux États-Unis, enfin notamment en Floride, mais effectivement dans tous les États, il y a cette notion d'élective share du conjoint. Ok. Alors maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on va déterminer la loi successorale qui s'applique? Comment savoir si c'est le droit français ou le droit américain? Eh bien, on va regarder dans chacun des deux pays, en France et aux États-Unis, ce que dit la loi sur les questions. En France, depuis 2015, eh bien, on considère que la loi qui doit s'appliquer, la loi successorale, qui doit s'appliquer à la succession d'une personne, c'est la loi de sa résidence habituelle. Peu importe la composition du patrimoine, que ce soit un patrimoine mobilier ou immobilier, peu importe la localisation du patrimoine, on retient la loi de la résidence habituelle. C'est-à-dire que si vous êtes domicilié aux États-Unis, vous avez votre résidence habituelle aux États-Unis, que vous décédez là-bas, la France va considérer que c'est le droit américain qui doit s'appliquer. Mais en revanche, il faut quand même regarder ce que dit également le droit américain. Alors, en ce qui concerne le droit américain, c'est la loi du situs en ce qui concerne les biens immobiliers. Donc, si un bien immobilier est sur le territoire américain, eh bien, on va appliquer la loi américaine. Et même s'il y a un testament qui dit le contraire. Le testament, en fait, sera évalué selon et appliqué et sa validité sera considérée selon la loi américaine et la loi de l'État où il se trouve, plus particulièrement. Pour les biens mobiliers, il y a des exceptions s'il y a testament ou pas testament. Mais en général, donc sans testament, c'est la loi du domicile du défunt. Et les biens mobiliers, c'est effectivement tout ce qui n'est pas immobilier. Donc les comptes titres, les liquidités, les comptes bancaires, œuvres d'art, les bijoux, les meubles meublants, etc. Et même les titres de société. Donc, ça veut dire quoi? On se rend compte que la France nous dit loi de la résidence habituelle, mais que les États-Unis renvoient pour l'immobilier ou lieu de situation. Ça veut dire que si vous avez de l'immobilier en France et que vous habitez aux États-Unis, eh bien, les États-Unis renvoient au droit français pour l'immobilier situé en France. Alors, on a illustré ça avec des petits exemples très simples pour que ce soit assez didactique et compréhensible. Premier cas de figure, vous avez le cas d'un couple de Français qui a sa résidence aux États-Unis. Ils ont des comptes bancaires aux États-Unis, des comptes bancaires en France. En cas de décès, donc on n'a pas d'immobilier là. En cas de décès, eh bien, je vous l'ai dit, il y a des comptes bancaires en France. Donc le notaire va se dire, la loi qui s'applique à la succession, c'est la loi de la résidence habituelle, donc le droit américain. Le droit américain vous dit, pour les biens meubles, les biens mobiliers, donc les comptes bancaires notamment, les comptes titres, etc., il vous dit, c'est la loi du domicile. Puisque le couple a sa résidence, son domicile aux US, eh bien, c'est le droit américain, le droit successoral américain, civil, qui va donc régir la transmission des actifs financiers, même se situant en France. D'accord? Et alors, j'ai mis effectivement sans planification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas fait de testament, eh bien, les dispositions légales américaines vont trouver à s'appliquer et on verra, effectivement, Valérie nous dira eh bien, à qui reviennent les biens en l'absence de testament. Deuxième cas de figure, vous avez le cas pareil d'un couple de Français qui a sa résidence aux États-Unis et en plus des comptes bancaires américains et des comptes bancaires français, ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé en France. Bien immobilier en France, la loi française nous dit, la loi qui s'applique, c'est la loi de la résidence habituelle, donc le droit américain, sauf que le droit américain renvoie pour les biens immobiliers à la loi du lieu de situation de ces biens. Donc le droit américain va renvoyer
au droit français. Et il se trouve que le droit français va accepter ce renvoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura l'application de 2 lois successorales, le droit américain pour le tout, à l'exception de l'immobilier situé en France. Donc, droit américain pour les biens immobiliers, comme l'exemple ci-dessus, les comptes bancaires français, les comptes bancaires américains, et la loi successorale française pour l'immobilier situé en France. 2 lois successorales différentes, 2 procédures différentes. Pour les actifs dont la transmission est gérée par le droit américain, on aura la procédure américaine dont Valérie vous a parlé. Et pour la procédure française qui ne portera que sur l'immobilier français, on aura une succession française régie par un notaire français. Et de nouveau, sans planification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les actifs soumis au droit américain, eh bien, les dispositions légales américaines vont s'appliquer en l'absence de testament. Et en France, sans planification, eh bien, les dispositions légales françaises qui découlent du Code civil trouveront également à s'appliquer. Un exemple également important, c'est on prend l'hypothèse de ce même couple qui détiendrait le bien immobilier en France non plus en nom propre, en direct, mais via une société, qu'elle soit française ou étrangère, peu importe. Souvent en France, on utilise des SCI, sociétés civiles immobilières, pour détenir de l'immobilier, non pas pour raisons fiscales, mais plus pour des raisons patrimoniales et des raisons de gestion du bien immobilier. Et il faut savoir que donc le couple en question détient non plus le bien en direct, mais des parts d'une société elle-même propriétaire du bien immobilier. Et ces parts de société, ce sont des biens meubles. Civilement parlant, ce sont des biens meubles. Donc elles seront régies, cette fois-ci, par la loi de la résidence habituelle, c'est ce que dit le droit français, loi de la résidence habituelle, droit américain. Or, le droit américain dit pour les biens meubles, loi du domicile, donc droit américain. Donc dans cette hypothèse, c'est l'ensemble du patrimoine des époux, compte bancaire américain, compte bancaire français et part de société détenant l'immobilier français, dont la transmission sera gérée par le droit successoral américain. Voilà. Et alors là, on a l'inverse, parce qu'on a également parmi vous des gens qui sont domiciliés en France, mais qui ont du patrimoine aux États-Unis. La logique est la même. Vous avez un couple de Français qui a sa résidence en France, qui détient des comptes bancaires en France, mais qui détient aussi des comptes bancaires aux États-Unis parce qu'ils y ont passé un certain nombre d'années. Ils sont en France. En cas de décès, la France dit application de la loi de la résidence habituelle, donc loi française. Les États-Unis disent, pour les biens mobiliers, donc les comptes bancaires, application de la loi du domicile, loi française. Donc là, on se rend compte que l'ensemble des comptes bancaires, enfin la transmission de l'ensemble des comptes bancaires, sera régie par le droit successoral français. Alors, et on verra ce qui se passera en absence de planification. Deuxième cas de figure et dernier cas de figure, c'est le cas de Français qui ont cette fois-ci à la fois des comptes bancaires, mais également une résidence secondaire aux États-Unis, notamment en Floride. Eh bien, le principe est le même. La France dit loi de la résidence habituelle, droit américain. Le droit américain renvoie pour l'immobilier à la loi d'une autre situation, sauf que l'immobilier est aux États-Unis. Donc, on aura le droit américain applicable pour l'immobilier situé aux États-Unis et le droit successoral français, droit du domicile, de la résidence habituelle, sur les comptes bancaires. On aura donc 2 successions, 2 lois successorales, 2 mini-successions à appliquer, une aux États-Unis sur l'immobilier américain et une en France sur les comptes bancaires français et américains. Alors Valérie, peut-être. Oui, je voulais juste rajouter une chose, ok, parce on parle de résidence et de domicile, et j'ai vu qu'une question le soulevait. Il faut comprendre que on est aux États-Unis, ok, où c'est une loi, ce sont des règles jurisprudentielles, c'est-à-dire que ce sont les règles sont établies en général par les cours, et même quand on a des statuts, les statuts vont être interprétés par la cour s'il y a un élément qui est nouveau, qui est différent. Dès lors, il faut comprendre qu'on n'a pas de définition absolue. Toutefois, en Floride, le domicile n'est pas le domicile comme il est en Angleterre, ok. Il est défini de façon plus légère, dans le sens où c'est vraiment la résidence permanente. La résidence permanente où les gens vont rester. C'est-à-dire que si quelqu'un vit 6 mois ici, 6 mois là-bas, quel est l'endroit où ils payent leurs taxes? Quel est l'endroit où ils ont un permis de conduire? Quel est l'endroit où ils votent, c'est-à-dire votent pour le président. Donc, c'est la résidence, vraiment pour nous, c'est la résidence principale. Où est leur famille? Quels sont leurs points d'attache immobilier financier?
Donc après, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que le domicile va être défini. Effectivement, un point important à regarder parce qu'on n'a pas effectivement la même définition en Europe et aux États-Unis. Voilà. Alors peut-être Valérie, tu pourrais peut-être nous dire à qui sont transmis les actifs lorsque le droit successoral américain trouve à s'appliquer en matière de succession. Alors, quand il y a, là on va parler juste quand il y a donc un conjoint survivant, quand il n'y a qu'un conjoint survivant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants, pas de descendants de toutes parts, que ça soit du même lit ou pas du même lit. Dans ces cas-là, le conjoint survivant prend la totalité, même s'il y a des parents. Ensuite, s'il y a un conjoint survivant avec des descendants de la même union, encore une fois, le conjoint survivant prend la totalité puisqu'on se dit, après tout, ce sont les enfants du même lit, ils vont tout obtenir. Par contre, s'il y a, et quand je dis des enfants du même lit, c'est-à-dire des enfants d'une union, une autre union, okay, que ce soit pendant, après ou pendant le mariage. Donc, les enfants, s'il y a des enfants d'une autre union, eh bien, dans ces cas-là, le conjoint survivant va obtenir 50% en l'absence de testament. Et ensuite, les autres héritiers, les autres descendants vont se partager les autres 50% à parts égales. D'accord. Donc ça, c'est lorsque le droit américain s'applique à la succession. En revanche, lorsque le droit français s'applique sur la succession, notamment, on l'a vu, sur les biens immobiliers situés en France. Eh bien, en cas de décès, lorsqu'il y a la présence d'un conjoint survivant, qu'il n'y a pas d'enfant et que le défunt n'avait pas de parents, eh bien, la succession revient intégralement au conjoint survivant, comme le droit américain, comme Valérie l'a rappelé. En revanche, lorsque j'ai un conjoint survivant et des descendants, donc des enfants, eh bien, le conjoint survivant aura le choix de recevoir, et ça c'est les dispositions légales, c'est en l'absence de testament, c'est très important, donc ce sont des règles qui sont prévues par le Code civil français, le conjoint aura le choix entre recevoir 100% en usufruit des actifs régis par le droit français, et les enfants recevront alors 100% en nue propriété, ou alors le conjoint pourra recevoir un quart en pleine propriété des actifs de succession régis par le droit français en présence d'enfants, un quart en PP en présence d'enfants, et les enfants recevront donc 3 quarts en pleine propriété. En France, l'usufruit, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette notion, l'usufruit, c'est comme un life interest américain, bon, plus ou moins, grosso modo. Ça veut dire quoi? L'usufruit permet au conjoint survivant d'avoir la jouissance des biens. Un life estate, non? C'est ce que vous vouliez dire. Un life estate, oui, life estate, tout à fait. Donc, ça permet au conjoint d'avoir la jouissance des biens du défunt. Donc, si c'est un bien immobilier, eh bien, on va pouvoir l'habiter, profiter de ce bien. Et éventuellement, l'usufruit permet aussi de récupérer, de recevoir les revenus générés par le patrimoine, et notamment lorsqu'un bien immobilier est mis en location, eh bien, de récupérer les revenus de ce bien. Et souvent, on s'aperçoit que le conjoint, enfin, sauf exception, choisit souvent cette option, ça c'est en l'absence de testament, choisit cette option parce que c'est celle qui est la plus protectrice du conjoint et qui permet à ce dernier de faire en sorte que, grosso modo, rien ne change par rapport à sa vie d'avant. Troisième cas pris comme ça, lorsque j'ai un conjoint survivant mais que je n'ai pas d'enfant, mais qu'en revanche j'ai des parents du défunt, eh bien le conjoint survivant ne reçoit que 50% des biens et les 50% autres reviennent aux parents du défunt. Bon, évidemment, il y a plein d'autres cas de figure, mais c'est ceux qu'on a voulu mettre en avant avec Valérie. Alors voilà pour l'aspect civil. Voilà pour l'aspect civil des choses. Loi déterminée, ça c'est vraiment majeur, détermine dans un premier temps la loi successorale applicable. Tout va découler de là. Loi française ou loi américaine, ou les deux. Et une fois qu'on sait quelle loi va s'appliquer, et donc une fois qu'on sait quelles dispositions légales vont trouver à s'appliquer aux héritiers, eh bien on va savoir qui va recevoir quoi, selon quelle proportion, selon quelle quotité. Et une fois qu'on sait ça, eh bien on peut passer au volet fiscal, savoir bien comment ce que j'ai reçu va être taxé. Est-ce que je vais être taxé aux États-Unis ou en France ou dans les deux pays? Alors, attention, ok, parce que pour les États-Unis, finalement, quelle est la loi qui s'applique va pas être si importante que ça va pas être si important quand on va déterminer les implications fiscales. Pourquoi? Exactement comme ça le dit sur le tableau, parce que chez nous, c'est la succession qui paye les taxes. Ce ne sont pas les héritiers. Donc ça, c'est un élément très important. Excepté, et ça va nous amener sur la deuxième page, Guillaume, excepté qu'il y a ici, il faut comprendre qu'il y a on va dire une possible double taxation.
Cette possible double taxation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une taxation au niveau fédéral et il y a parfois une taxation au niveau des États. Alors, comme vous le voyez sur le petit format qu'on a mis en PowerPoint, il y a des États qui effectivement imposent des taxes sur leur succession. Donc là, vous allez avoir une double taxation avec quand même, en général, c'est pas vraiment une double taxation, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, il y a des États qui imposent des taxes sur les bénéficiaires, un peu comme la France. En plus, encore une fois, des taxes fédérales. Et puis, il y a ces États merveilleux qui ne taxent pas du tout. Et nous y vivons, ok, puisque la Floride n'impose aucune taxe sur les successions. Et donc, si vous vivez en Floride, en Arizona, en Californie, au Texas, etc., vous voyez la liste, eh bien, vous ne serez taxé qu'au niveau fédéral, ce qui est quand même agréable. Et encore. Et encore, exactement, parce qu'après, il y a le traité contre la double taxation entre la France et les États-Unis ou d'autres pays, hein, il y a d'autres traités, dont Guillaume va vous parler dans un petit moment. Valérie, tu veux dire un mot sur la fiscalité successorale aux États-Unis? Oui, alors, pardon, j'avais oublié qu'il y avait une deuxième page. Ok. Donc, il faut comprendre aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les règles au niveau? Donc là, je vous parle au niveau fédéral. Ok. Eh bien, on a de la chance aux États-Unis puisque en dessous de 11,7 millions de dollars, vous ne payez aucune taxe. Si vous êtes, attention, il faut que vous soyez résident américain ou citoyen américain. Okay? Donc, résident, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vivez ici, vous êtes un immigrant et vous n'avez pas, par exemple, un visa E2 ou un G1. Okay? Ceux-là sont considérés des non-immigrants de visa. Et le non-immigrant de visa, malheureusement, ne bénéficie pas de cette exemption de 11,7 millions de dollars. Donc, pour eux, malheureusement, pour les gens qui vivent en France et qui ont des biens aux États-Unis, eh bien, malheureusement, la taxation est assez élevée, puisqu'au-dessus de 60 000 dollars, ils vont payer 40% de taxes, ce qui est énorme. Donc, encore une fois, sous réserve de l'application des traités internationaux contre la double taxation, dont Guillaume va enfin vous parler. Ouais. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, si on est citoyen américain, ou on va dire carte verte, si on est résident depuis longtemps aux États-Unis et qu'on habite en Floride, donc en Floride, il n'y aura pas de droit de succession. Et en plus, on aura les abattements d'11,7 millions, donc ce qui veut dire que, bon, avant d'être taxé aux États-Unis, voilà, il faut avoir un patrimoine quand même très conséquent. Patrimoine. Et en plus, si vous avez une épouse, en général, ça se rajoute, puisque elle, entre époux aux États-Unis, attention, épouse américaine, ok. Par contre, épouse green card n'ont pas l'exemption d'entrée de deux époux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre époux, normalement, deux Américains, ce que votre époux va vous donner à son décès, il n'y a aucune taxe. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette exemption de 11,7 millions de dollars. Par contre, si vous avez juste une green card, okay, vous êtes donc épouse d'un Américain, mais vous ne pouvez pas prendre la citoyenneté pour je ne sais quelle raison. Okay. Donc, vous n'aurez pas cette exemption illimitée de la donation ou de l'héritage entre époux, mais par contre, vous pouvez utiliser cette exemption de 11,7 millions de dollars. Voilà. Et c'est quand même hyper parenthèse. Quand une des épouses donc n'est pas américaine, il y a des trusts qui peuvent être créés, on appelle ça des QDOT. Ce sont des trusts qui sont prévus par statut, qui permet justement d'éviter cette exemption, on va dire cette non-exemption des épouses qui ne sont pas américaines. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Allez-y, Guillaume. Et donc, si effectivement on a l'abattement de 11,7 millions, si on dépasse, si son patrimoine dépasse 11,7 millions, donc on a un taux d'imposition unique qui est de 40%. Non, ça c'est pour les dons non domiciliés. Non, pas du tout. Non, après, ça va être un peu comme en France, donc ça va dépendre de combien, il y a des taux qui augmentent petit à petit jusqu'à un maximum, je crois, de 39 ou 40%. Ok. Mais au-dessus de 11,7 millions, ça va dépendre de combien vous dépassez. Et plus, évidemment, il y a d'argent, plus les taxes seront importantes. D'accord, donc les 40%, c'est effectivement pour les non-domiciliés au-dessus des 100 000 $. Pour les non-domiciliés, par contre, voilà. D'accord, ok. Merci. Alors, en France, comment se passe fiscalement une succession en France? C'est totalement différent des États-Unis. On vous l'a dit précédemment, aux États-Unis, donc c'est la succession, c'est les states qui payent les droits. Donc il y a le représentant, l'intermédiaire entre le défunt et les héritiers, qui est l'exécuteur ou le représentant de la succession, qui paye les droits, qui paye les dettes, etc., qui peut vendre des biens. Et une fois que tout est payé, on distribue aux bénéficiaires. En France, ce n'est pas ça du tout. En France, je vous l'ai dit,
les héritiers ont la saisine. Ils prennent possession directement des biens du défunt à son décès. Donc, ce qui veut dire que en France, les droits de succession en fait vont dépendre du lien de parenté entre le défunt et les bénéficiaires, qui sont les héritiers ou légataires. Alors, on parle d'héritiers lorsqu'il n'y a pas de testament, on parle de légataires lorsqu'ils sont désignés par testament. Voilà, héritiers ou légataires, ou bénéficiaires de manière générale. Donc, lorsque vous avez un défunt, si j'ai un testament, on regarde à qui sont attribués les biens. Si je n'ai pas de testament, ce sont les dispositions légales qui vont s'appliquer. Et en fonction de qui reçoit quoi, eh bien, on va regarder le lien de parenté. Et plus on est loin dans le lien de parenté, plus les taux d'imposition seront élevés. Donc, on n'a pas un taux unique comme aux US pour les non-domiciliés. Alors, quels sont ces taux en France? Alors, de manière très synthétique, en France, lorsque la fiscalité française va s'appliquer, on verra comment ça se passe dans le contexte franco-américain, lorsque la fiscalité française s'applique sur les successions, il n'y a pas d'impôt de succession entre conjoints. D'accord? On est totalement exonéré. Peu importe la nationalité, peu importe qu'on soit domicilié ou pas, entre conjoints, sexe opposé ou de même sexe, peu importe, en France, eh bien, on est totalement exonéré. Les partenaires pacsés sont également exonérés d'impôt de succession. D'accord? Donc, c'est zéro. Ensuite, en ligne directe, donc entre parents-enfants, on a un abattement, alors qui n'est pas de 11,6 millions d'euros, mais qui est de 100 000 euros. Chaque parent peut transmettre à chacun de ses enfants 100 000 euros, gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un couple, monsieur, madame, avec 2 enfants, monsieur peut transmettre, on va dire, on prend l'hypothèse d'un décès simultané des 2 parents, monsieur peut transmettre 100 000 euros à l'un, 100 000 euros à l'autre, madame peut transmettre 100 000 euros à l'un, 100 000 euros à l'autre, on peut donc transmettre 400 000 euros gratuitement. Au-delà des abattements, eh bien, il y a un barème progressif qui s'applique, qui va de 5% à 45% de droits de succession, sachant que 45%, c'est pour un patrimoine qui dépasse 1,8 million. Ensuite, entre frères et sœurs, eh bien, on a un abattement de 15 932 euros. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Ensuite, on aura soit un taux d'imposition de 35% ou de 45%, pour faire simple. Ensuite, jusqu'au 4e degré, neveu et nièce, eh bien, on aura un abattement d'à peu près 8 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose, et un taux d'imposition de 55%, directement. Et au-delà du 4e degré, et entre non-parents, donc non-parents, c'est un ami, cher, sa nounou ou autre, on va être taxé à 60% après l'application d'un abattement de 1 594 euros. Voilà. Donc, vous avez vu les règles américaines, de manière synthétique, les règles françaises. Maintenant, dans le contexte franco-américain, eh bien, comment ça se passe? Quelle fiscalité va trouver à s'appliquer? Eh bien, dans le contexte franco-américain, on va appliquer un traité international qui est une convention fiscale, c'est une vieille convention de 1978, qui lie les États-Unis et la France. Une convention fiscale, c'est quoi? C'est un traité qui a été conclu entre les 2 pays pour justement s'organiser au niveau fiscal, au niveau de la fiscalité des successions et des donations aussi. Et la convention a pour but de répartir la charge d'imposition entre les pays. Donc là, on ne répond pas à la question qui reçoit quoi selon quelle quotité, mais on répond à la question, eh bien, quel pays va avoir le droit de taxer tel ou tel bien en fonction de la configuration, de la localisation du patrimoine et de la localisation du défunt. Et la Convention a également pour but d'éviter les doubles impositions lorsqu'elles existent. Alors, que prévoit cette convention fiscale? Déjà, ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut dire, c'est qu'une convention fiscale a une valeur supérieure au droit interne, au droit fiscal français, au droit fiscal américain. Ça veut dire que dans le contexte franco-américain, eh bien, les dispositions de la convention fiscale vont supplanter ce que dit le droit interne de chacun des États. De manière générale, ce que dit la Convention. Alors, la Convention franco-américaine, c'est une des plus compliquées à comprendre. Elle est très difficile à comprendre. Il y a plein d'exceptions, mais pour faire simple et synthétique, la Convention prévoit que le pays dans lequel vous êtes domicilié, le pays de domicile du défunt, va pouvoir taxer le patrimoine mondial. Attention, la notion de domicile dans la Convention, c'est encore une nouvelle définition. On va considérer on va pouvoir être considéré, enfin le défunt pourrait être considéré comme domicilié dans l'un ou l'autre pays, notamment aux US, il a passé au moins 5 ans. Bon. Donc, le pays dans lequel le défunt sera considéré comme domicilié pourra taxer le patrimoine mondial.
En revanche, le pays dans lequel se trouvent les biens immobiliers, l'autre pays, s'il s'y trouve des biens immobiliers ou des biens meubles corporels, l'autre pays pourra également taxer les dits biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes considéré comme domicilié aux États-Unis au jour de votre décès, les États-Unis pourront taxer votre patrimoine mondial, patrimoine américain et patrimoine situé en France, reçu par succession. Mais s'il y a des biens immobiliers situés en France ou des biens meubles corporels en France, qui, je ne sais pas, des œuvres d'art par exemple, des meubles meublants, eh bien la France pourra également taxer les biens en question. Si d'un autre côté, vous êtes considéré comme domicilié en France au jour de votre décès, eh bien la France pourra taxer votre patrimoine mondial, patrimoine français et patrimoine américain. S'il y a du patrimoine immobilier aux États-Unis, les États-Unis pourront taxer ce patrimoine immobilier, tout comme les biens meubles corporels qui seraient situés aux États-Unis. Donc là, on se rend compte que potentiellement, on peut avoir une double imposition, parce que si vous êtes aux États-Unis, domicilié et décédé aux États-Unis, et que les États-Unis peuvent taxer le patrimoine mondial, et qu'il y a du patrimoine en France et aux États-Unis, et que vous avez de l'immobilier en France, donc on aura une taxation américaine sur le patrimoine mondial, selon les règles fiscales rappelées par Valérie, avec les différents abattements, etc. Donc on aura potentiellement une taxation aux US, mais également potentiellement une taxation française sur l'immobilier en France, selon les règles que je vous ai rappelées. Et en cas de double imposition, si par exemple aux États-Unis, vous n'étiez pas considéré comme domicilié et vous ne puissiez pas bénéficier de l'abattement de 11,6 millions, eh bien, il y a un mécanisme de crédit d'impôt qui permettra de, par exemple, imputer l'impôt français sur l'impôt américain ou d'imputer l'impôt américain sur l'impôt français, voilà, pour éviter de payer deux fois. Attention aux personnes qui nous écoutent et qui seraient citoyens américains. Où que soit votre domicile, eh bien, vous restez taxable aux États-Unis selon les règles américaines. D'accord? Ça veut dire qu'un citoyen américain qui serait, par exemple, domicilié en France au jour de son décès et qui aurait du patrimoine en France et aux États-Unis, eh bien, parce qu'il est de nationalité américaine, la fiscalité américaine trouvera à s'appliquer sur le patrimoine mondial, et parce qu'il est résident français, la fiscalité française trouvera à s'appliquer sur le patrimoine mondial aussi. Voilà. Donc, on a vu que, citoyen américain, il y avait des abattements qui étaient très importants, donc il faut vraiment avoir un patrimoine très conséquent pour être taxable aux États-Unis. Donc, potentiellement, on peut ne pas avoir de double imposition. Mais en cas de double imposition, il y a un mécanisme de crédit d'impôt qui évite justement ceci. Alors, pourquoi j'ai souligné bien immobilier? Parce que vous êtes nombreux à être domiciliés aux États-Unis et à avoir conservé des biens immobiliers en France. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, la fiscalité successorale française trouvera à s'appliquer en France si vous décédez domicilié aux US. Qu'est-ce qu'un bien immobilier? Eh bien, la convention fiscale franco-américaine prévoit qu'un bien immobilier, c'est un bien que l'on détient directement, en nom propre. Monsieur, madame sont propriétaires du bien immobilier en question. Un bien immobilier au niveau fiscal, c'est aussi des parts de société détenant de l'immobilier. Attention, je vous ai dit que civilement parlant, qu'on a vu précédemment, des parts de société, ce sont des biens meubles dont la transmission est régie par la loi du domicile du défunt, alors que fiscalement parlant, des parts de société, c'est de l'immobilier, en tout cas dans la convention franco-américaine. Donc, vous êtes français, vous êtes domicilié aux États-Unis, vous décédez domicilié aux États-Unis, vous avez de l'immobilier en France détenu via une SCI, eh bien, ces parts de SCI seront également taxables en France, en tant que bien immobilier. Parts de SCI ou parts de sociétés étrangères, notamment américaines, des LLC. Vous avez des parts d'une LLC qui détient l'immobilier en France, vous serez taxable en France sur l'immobilier français. C'est également l'immobilier détenu via des trusts. Alors, on verra que ce n'est pas judicieux, mais en tout cas, si vous avez un trust détenant de l'immobilier en France, en direct ou également via une structure sous-jacente, eh bien, il y aura également une taxation en France sur le bien immobilier situé en France. Donc, en fait, la convention fiscale est rédigée de telle façon que la France conserve le droit d'imposer l'immobilier, quel que soit le schéma de détention envisagé. Voilà, donc je le rappelle, attention, civilement, part de société, biens meubles, fiscalement, ce sont des biens immeubles. Bon, voilà pour ce volet fiscal. Donc, on a déterminé le volet civil, qui reçoit quoi, selon quelle quotité. Le volet fiscal, une fois que je sais ce que j'ai reçu et quelle quotité j'ai reçu, et que je sais dans quel pays se trouvent les biens que j'ai reçus, on applique les dispositions fiscales, la convention fiscale notamment,
pour savoir quel pays aura le droit de taxer ce que j'ai reçu en fonction de mon domicile, en France ou aux US, et en fonction de la localisation de mon patrimoine. Maintenant, on va voir l'importance de la mise en place des outils de planification successorale. Les exemples que l'on vous a présentés précédemment faisaient état d'une situation subie, sans planification, où on se voyait appliquer les dispositions légales françaises ou américaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil? L'outil le plus commun dans le monde, c'est le testament. Voilà, le testament va servir à quoi? Le testament sert à exprimer ses souhaits. Il va servir à... on évite dans ce cas de se voir imposer des dispositions légales, françaises ou américaines, qui ne seraient pas forcément adaptées à ce qu'on souhaite en termes d'objectifs de transmission de son patrimoine. On le verra également, le testament permettra de choisir la loi applicable à sa succession. Attention, de nouveau, on ne choisit pas la loi fiscale, on va choisir la loi française ou américaine. On verra dans un exemple comment ça fonctionne. Alors peut-être, Valérie, tu peux nous parler du testament américain plus particulièrement. Alors, le testament américain, d'abord, il ne peut pas être holographe. Okay. Alors pour nous, holographe, c'est le testament apparemment que beaucoup de Français font, écrit à la main, signé par le décédent. Pour nous, il n'est pas recevable. Il n'est pas recevable même s'il est recevable en France. Donc, attention à ça. Pour nous, un testament doit être exécuté devant 2 témoins. Il doit être, si possible, tapé, mais bon, il peut être écrit à la main s'il y a ces 2 témoins et s'il est valide dans le pays étranger. Sinon, ne faites pas ça. Il faut l'écrire, le taper, 2 témoins, de préférence un notaire US aussi, ok, pas le notaire civil, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va appeler le testament self-authenticated. Donc, on n'aura pas à prouver son contenu s'il y a, si vous voyez, des différends, des contestations. Donc, très très important parce que j'ai eu certains cas où il y a eu des testaments holographes qui sont tout à fait recevables à l'étranger, mais qui n'étaient pas du tout valides ici. Et du coup, les héritiers qui n'étaient pas des enfants, qui étaient simplement des amis, puisque la décédante n'avait absolument pas de famille, n'ont pas pu hériter des biens qui vont finir chez le gouvernement puisqu'on n'a aucun héritier. On n'a pas réussi à tracer qui que ce soit. Donc, c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Et c'est principalement le point que j'aimerais vraiment souligner. Alors, est-ce qu'il faut un testament français, un testament américain? Si c'est holographe, absolument. Maintenant, si vous êtes résident français, vous avez des biens ici, et vous avez un testament français qui est bien fait, c'est-à-dire fait un testament authentique avec 2 témoins, si possible avec votre notaire qui le signe aussi, je pourrais totalement le faire appliquer à la cour ici. Je le fais tout le temps. Il faudra le traduire, évidemment. Donc, dans certains cas, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir 2 testaments. C'est au choix de chacun. Il y a des gens qui ne veulent pas dépenser l'argent pour faire un nouveau testament. Donc, bon, s'il est bien fait en France, il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment le point très important aussi, c'est que votre testament, s'il vous plaît, donnez-le à vos héritiers. Ne le mettez pas simplement, si vous faites un testament aux États-Unis, en Floride, donnez-le, donnez des copies à vos héritiers. Ne laissez pas traîner parce que nous n'avons pas de fichier central. Ce qui veut dire que s'il est perdu, il est perdu. Voilà. S'il est déchiré, s'il est détruit par un ouragan, eh bien, votre testament n'existe plus puisqu'il n'a pas été enregistré. Certains pensent que en le laissant, si l'avocat a une copie, ils sont couverts, mais non, les avocats, c'est comme tout le monde, ça décède. Il y a des, je veux dire, on a des ouragans quand même en Floride qui détruisent plein de choses. Donc, faites des copies, envoyez les copies à votre famille, comme ça tout le monde a le même testament, puisqu'on n'a pas de fichier central. Ou alors, si vous avez un notaire en France, donnez-leur la copie du testament américain et eux pourront peut-être l'enregistrer au fichier central et c'est ce que Guillaume va nous dire. Ouais, alors nous en France, effectivement, la rédaction des testaments aux États-Unis est très formelle, qu'effectivement on a une certification de signature, on a des témoins. Autant en France, 95% des testaments sont des testaments holographes. Un testament holographe, c'est quoi? En fait, on va préparer un projet, entre guillemets, au client sur ses souhaits, et puis lui va écrire donc son testament sur une feuille blanche en disant je sous-signais monsieur Untel, donc ceci est mon testament, et puis il va prendre ses dispositions, dater, signer, et puis c'est réglé. En France, le testament authentique est très peu utilisé. Alors un testament authentique, c'est quoi? C'est un testament qui est très formel. Donc, il faut se rendre chez son notaire. Donc, c'est
le testateur, donc celui qui souhaite faire le testament, va dicter son testament au notaire. Le notaire prend rédaction du testament. Donc, il y a la présence d'un autre notaire ou alors de deux témoins. Donc, c'est très formel. Et en fait, en France, c'est très peu utilisé. Donc, effectivement, si vous voulez que votre testament français soit reconnu aux États-Unis pour des raisons X ou Y, faites un testament authentique. Demandez-le expressément à votre notaire parce qu'en France, c'est très, très peu utilisé. 95% des testaments, ce sont des testaments holographes, donc faits sur une feuille, datés signés, sans certification de signature, sans témoin, ni rien. Là, le grand avantage qu'on a en France, c'est qu'en France, on a un fichier central qui répertorie l'ensemble des testaments qui sont déposés chez un notaire. Comment ça se passe? Le client rédige son testament holographe, le transmet à son notaire, le notaire va le mettre au coffre et va inscrire sur une base de données nationale le fait que le testament de M. Machepro a été déposé chez lui. Lorsqu'un notaire français ouvre une succession en France, il a l'obligation d'interroger cette base de données nationale avec un certificat de décès. Donc, déjà, c'est une base de données qui est anonyme. Enfin, seuls les notaires y ont accès, avec un certificat de décès. Et le notaire qui ouvre la succession, au nom du défunt, va regarder effectivement si un testament a été déposé dans telle ou telle étude, n'importe où en France. Et si effectivement il s'aperçoit dans la base de données que le testament a été déposé chez un notaire à Paris et que lui est à Lyon, eh bien il va demander à son confrère de retirer le testament et de lui transmettre. Voilà, donc c'est un moyen de s'assurer de la reconnaissance des testaments, qui est de le déposer chez son notaire, qui va l'inscrire dans cette base de données. Mais très important, 90% des testaments en France, c'est un testament holographe. Donc, comme l'a dit Valérie, si pour des raisons X ou Y, il faut qu'il trouve à s'appliquer aux États-Unis, faites un testament authentique. Alors, voilà. Deux secondes, attendez, oui. 2 secondes. Je veux préciser aussi qu'attention, ce dont je parle en général, c'est la loi de Floride. Okay, chaque État est différent. Okay. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a la moitié des États américains qui reconnaissent ces testaments holographes. Mais comme vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer dans le futur, c'est un conseil que je donne en règle générale, parce que quand même, il y a l'autre moitié qui ne les reconnaît pas. Il y a une partie de l'autre moitié qui les reconnaît s'ils sont valides aux États-Unis. Alors, pourquoi prendre des risques? Mieux vaut ne pas avoir de testament holographe si vous avez des biens partout dans le monde et principalement en Floride où je peux vous dire que s'ils ne sont pas signés devant 2 témoins, ils ne seront pas valides. Voilà. Alors, un ou plusieurs testaments, un en France, un aux États-Unis. Alors, comme l'a dit Valérie, ça dépend. Bon, on a pris quelques exemples. Premier cas de figure, c'est le cas de ce couple de Français. Je vais aller assez vite parce que le temps passe. Ce couple de Français qui a des comptes bancaires en France et aux US et de l'immobilier en France. Je vous l'ai dit, si on ne fait rien de particulier, on aura 2 lois successorales qui vont s'appliquer, loi américaine pour les comptes bancaires, loi française pour l'immobilier français. Si ça convient aux époux, très bien, ils vont se voir appliquer les dispositions légales des 2 pays. Si on veut éviter les dispositions légales, eh bien, aux États-Unis, on fera un testament selon la procédure américaine et pour le bien immobilier français, dont la transmission sera régie par le droit français, on pourra faire un testament. Testament qui permettra par exemple d'augmenter les droits du conjoint survivant. On peut un peu augmenter ses droits, les droits qu'il a, les droits légaux. On peut augmenter les droits du conjoint. On peut aussi déshériter son conjoint, par exemple. Donc voilà, le testament permet d'aménager la transmission du bien. Donc là, on aura 2 testaments, testament américain, testament français, avec un truc très important, c'est qu'il faudra que vous vous assuriez que le conseil français et le conseil américain, notaire ou avocat, qui vont faire vos testaments, se concertent pour assurer la bonne coordination de la rédaction. Ce qu'on veut éviter, quoi? On veut éviter que les 2 testaments, par exemple, se révoquent. Souvent, ce qu'on marque dans les testaments, c'est « ceci est mon testament qui révoque toute disposition prise antérieurement ». Si, par exemple, vous faites d'abord votre testament français et que, dans un deuxième temps, une semaine après, vous faites le testament américain et que le testament américain dit « ce testament révoque toute disposition prise antérieurement », boum, ça va révoquer le testament français. Donc, on veut s'assurer que les 2 testaments fonctionnent en parfaite coordination au jour du décès et donc il y a des clauses particulières à insérer dans l'un et l'autre pour que chacun reste dans son domaine de compétences et qu'on évite de se révoquer les uns les autres. Deuxième cas de figure, et là c'est important, très important, je vous expliquais rapidement que le testament permet de faire le choix de loi successorale.
Là, on a le cas d'un couple franco-américain qui a sa résidence aux États-Unis. Compte bancaire aux États-Unis et en France, immobilier en France. Pareil, même règle que précédemment, on va avoir deux lois applicables, loi française sur l'immobilier français, loi américaine sur le tout. Si monsieur ne souhaite pas avoir la loi française sur l'immobilier français, parce que par exemple, il souhaite avoir plus de liberté, parce que la loi française prévoit la réserve héréditaire des enfants et que lui veut tout transmettre à son conjoint, eh bien, le droit français permet depuis 2015 de faire un choix de loi applicable à sa succession. Alors, on ne peut pas faire le choix de n'importe quelle loi, on peut choisir la loi de sa nationalité. Monsieur étant de nationalité américaine, il pourra, dans un testament, dire qu'il choisit le droit américain, le droit successoral américain, pour régir l'ensemble de sa succession. Et donc, au décès, eh bien, c'est le droit américain qui va s'appliquer sur le bien immobilier français. Et ça, ce sera parfaitement reconnu en France parce que c'est autorisé par le droit français, d'accord ? Et le droit américain, donnant toute liberté, plus ou moins en termes de transmission, reconnaîtra aussi ça. Et donc là, la question, c'est est-ce que je fais mon testament aux États-Unis ou en France ? Là, le monsieur est américain, ils sont résidents américains, eh bien, vous allez voir Valérie, qui effectivement vous fera un testament en la forme américaine, qui sera, et ce testament, avec deux témoins, on aura certifié la signature du testateur, il sera parfaitement reconnu en France, parfaitement applicable en France, et voilà, donc le droit américain trouvera à s'appliquer sur l'ensemble du patrimoine, dont l'immobilier français. Un petit exemple rapide. Pardonnez-moi, Guillaume. Je me permets juste de vous interrompre pour signaler à nos participants que dans 3 minutes, notre 3e conférence sur le thème des investissements immobiliers et financiers et l'art du leverage, table animée par Cédric Sage, va commencer dans un autre stand. Alors, bien sûr, cependant, nous, on reste, cette table-là reste ouverte pour la fin de votre présentation et pour également répondre aux questions. Donc, je vous redonne la main, bien évidemment. On a presque fini. Donc, alors, il y a un autre outil de planification qu'on utilise souvent dans un contexte franco-français qui est la donation entre époux, qu'on appelle aussi la donation au dernier vivant. C'est un outil qui est typiquement franco-français qui sert à améliorer les droits du conjoint survivant en cas de décès, que le conjoint. Dans un contexte international, pas européen, mais contexte hors Union européenne, c'est un outil qui fonctionne très mal. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Sachez que si vous avez une donation entre époux française, elle pourrait, en cas de décès aux États-Unis, entraîner des frictions civiles entre un éventuel testament américain, votre donation entre époux française. La donation entre époux souvent s'applique sur l'ensemble du patrimoine, alors que ce qui est aux États-Unis, souvent, c'est géré par le droit américain. On va avoir des dispositions françaises sur des actifs aux États-Unis. Ça fonctionne mal. Donc, si vous avez une donation entre époux française, il faut souvent la révoquer. On peut la révoquer par testament. En tout cas, regardez ce point. Dans 99% des cas, je me rends compte dans les dossiers que la donation entre époux française ne fonctionnera pas en cas de décès ou ne fonctionne pas ou fonctionne mal en cas de décès. Alors, Valérie, tu peux peut-être nous parler du trust ? Un outil très utilisé aux États-Unis, c'est le trust révocable ou irrévocable, plus souvent le révocable. Et en fait, c'est un outil, pensez un outil comme une société en fait. C'est une création purement juridique qui permet, si vous voulez, de gérer votre succession une fois que vous êtes décédé et la gérer de la façon dont vous voulez, exactement comme vous voulez, en prévoyant que vos enfants, par exemple, ne toucheront pas plus de 30% de la succession avant qu'ils aient 25 ans, 26 ans. Donc, il peut y avoir énormément de clauses qui sont faites sur mesure qui vont pouvoir vous permettre de gérer votre succession. Si tous vos biens ont été mis dans le trust, ça permettra aussi d'éviter le probate, la succession judiciaire. Donc, c'est un outil qui est vraiment beaucoup utilisé aux États-Unis, surtout quand il y a des enfants mineurs, parce que ça permet d'éviter la tutelle pour enfants mineurs, puisque aux États-Unis, un enfant qui hérite de plus de 15 000 $ doit se voir ouvrir une tutelle. Donc, une tutelle, c'est vraiment très lourd comme procédure. Et grâce à ça, vous pouvez choisir une ou deux personnes qui vont gérer la succession pour le bénéfice de vos enfants, en précisant exactement comment vous voulez que votre argent soit utilisé après votre décès. Donc, par contre, exactement comme la donation entre époux, quand il y a des successions internationales, eh bien, ça devient problématique et compliqué parce que l'Europe, en tout cas la France, n'apprécie pas énormément les trusts, n'est-ce pas, Guillaume ? Ouais. Alors, oui, autant la donation entre époux, c'est un super outil franco-français,
mais ça ne marche pas à l'international. Le trust est un super outil américano-américain, mais ça s'exporte aussi très mal, notamment en France. Alors pourquoi ? Déjà, en France, on ne peut pas avoir un bien immobilier situé en France détenu par un trust directement. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème au niveau ce qu'on appelle la publicité foncière, c'est là où on enregistre qui est propriétaire. En fait, dans le trust, on n'a pas de propriétaire. Il y a le constituant, le trustee, le bénéficiaire. Et donc, en France, on ne peut pas avoir un bien immobilier détenu par un trust. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, le mécanisme même du trust fait que les actifs ne sont pas transmis tout de suite aux bénéficiaires. Souvent, c'est le cas. Les bénéficiaires ne reçoivent qu'une partie du capital ou que les revenus. Or, en France, je vous ai dit que les héritiers ont la saisine. Ils sont saisis directement des actifs du défunt. Donc, ça veut dire que si le trust trouve à s'appliquer sur des biens du patrimoine du défunt qui sont régis, dont la transmission est régie par le droit français, on va avoir un outil américain, le trust, qui s'applique sur des biens soumis au droit français. Droit français saisine et les héritiers doivent toucher tout de suite, entre guillemets, je fais simple, alors que le trust prévoit un mécanisme de transmission différé. Donc là, on a des frottements civils, donc ce qui fait qu'on veut éviter la plupart du temps que le trust vienne empiéter sur ce qu'il y a en France. Bon, attention, ça ce sont des grandes généralités. Le trust n'est pas forcément rédhibitoire si le trust deed, le document qui se constitue du trust, est bien rédigé, et d'où l'intérêt de coordonner votre avocat américain avec le notaire français, on peut arriver à avoir des situations des trusts avec des bénéficiaires en France ou du patrimoine et de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais vraiment à regarder au cas par cas avec vos avocats et votre notaire. Absolument, absolument, c'est très important. Ensuite, on a d'autres instruments qui sont disponibles et on va finir avec ça avec Guillaume. Alors, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le Durable Power of Attorney, qui est un mandat durable qui permet aussi d'éviter la tutelle puisqu'il donne les pleins pouvoirs aux personnes que vous avez nommées pour tout faire pour vous. C'est recommandé non seulement pour les gens qui vivent aux États-Unis, mais aussi pour les gens qui vivent en France et qui ont des biens ici. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si en France, tout à coup, vous avez une tutelle, vous devenez incapable, il faudra ouvrir une tutelle parallèle aux États-Unis, ce qui est aussi, encore une fois, une procédure lourde, alors que si vous aviez préparé avant l'incapacité ce document-là, donc le Durable Power of Attorney, la personne que vous avez nommée pourra venir ici, clôturer les comptes, prendre tout l'argent, vendre les propriétés que vous avez en France si vous en avez besoin. Donc, ce document est extrêmement recommandé pour les gens qui sont soit ici pour éviter la tutelle, soit en France pour éviter aussi une tutelle parallèle, mais aussi, par exemple, quand vous commencez à vieillir, vous n'aurez peut-être pas envie de revenir ici pour gérer vos biens et vous pouvez nommer vos enfants ou votre épouse, si elle est moins âgée ou en meilleure forme, pour venir gérer cela. Ensuite, il y a un document qui est très important, le Pre-need Guardianship. Ça vous permet, en cas de décès des deux parents, attention, parce que s'il y a des séquences de qu'un seul parent, évidemment, l'autre parent, on a à la garde des enfants. Mais en cas de décès des deux parents, le Pre-need Guardianship vous permet de nommer, de choisir qui va être le gardien des enfants. On nomme souvent des gardiens temporaires pour les gens qui sont expatriés, puisqu'ils n'ont parfois pas de famille ici. Donc, il faut donner le temps à la famille française de venir, de voyager, de prendre la garde des enfants. C'est le seul document qu'on peut enregistrer à l'avance avec la cour, ce qui est très important, puisque en cas d'ouverture d'un cas, puisque les enfants se retrouvent finalement dans ce qu'on appelle le système, qui est l'équivalent de la DAS, eh bien, le juge va immédiatement ouvrir un cas de dépendance. Et ce cas-là, il va voir que effectivement les parents ont nommé des familles et il va donner, donc en général, à part s'il y a des cas exceptionnels, en général, il va suivre la préférence des parents. Et c'est un document vraiment très, très important pour les expatriés. Le dernier élément qui peut être très bien utilisé pour éviter, en fait, si vous voulez, la procédure judiciaire de probate, de succession aux États-Unis, c'est l'indivision maritale floridienne ou non maritale. On appelle ça tenant by entirety ou joint tenant avec right of survivorship. Donc, ça veut dire avec droit du survivant. Eh bien, quand vous êtes copropriétaire dans ce genre d'indivision aux États-Unis, le survivant prend la totalité. Donc, c'est un outil très important pour éviter le probate. Mais attention, si vous avez un régime de séparation de biens ou un contrat de mariage américain qui essentiellement sépare les biens, attention parce que ça va changer la donne.
Okay, donc il est très important quand vous changez les titres de propriété de vos biens et que vous les mettez en indivision américaine avec le droit du survivant, il est essentiel que d'abord vous consultiez avec un professionnel pour être sûr que effectivement cela n'a pas posé de problème en cas de divorce. Donc, ce sont vraiment évidemment, il y a d'autres documents, il y a d'autres moyens, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, je vais laisser à Guillaume la parole pour parler de ce que vous pouvez mettre en place en France. Oui, alors rapidement, en France, on a, à l'instar du Durable Power of Attorney américain, on a le mandat de protection future en France. Le mandat de protection future, c'est un document qui permet d'anticiper une incapacité. Donc, c'est sûr que ce mandat de protection future, il marche bien en France, il marche bien dans un contexte européen, parce qu'on a une convention, enfin, au-delà de l'Europe, il y a une convention internationale qui permet la reconnaissance de ce mandat à l'étranger. Donc, on peut faire des mandats de protection future en France qui vont, par exemple, s'appliquer en Allemagne ou au Luxembourg ou en Suisse, et puis vice-versa. En revanche, le mandat de protection future français, vous ne trouverez pas l'appliquer aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est pour ça que il vous disait, si vous êtes en France et vous habitez domicilié en France avec du patrimoine en France et aux US, que vous voulez mettre en place un tel mandat, un tel document pour anticiper votre incapacité. L'incapacité, ce n'est pas le décès, c'est je ne suis plus en mesure d'exprimer ma volonté de manière seule, eh bien, on peut mettre en place un mandat de protection future en France, évidemment, mais il en faudra également aux États-Unis. Il en faudra un aux États-Unis pour les actifs localement. Voilà. Peut-être tu peux nous dire un mot, Valérie, sur les comptes bancaires, ces clauses qu'on peut mettre, les TOD pour que ça passe d'un conjoint à l'autre. Alors, soit mettre le compte bancaire en indivision floridienne, c'est-à-dire en indivision, hein, vous êtes, ça s'appelle, c'est de l'indivision, joint tenant, ok, et automatiquement, si vous êtes marié, le survivant prend la totalité. Mais vous pouvez faire ça aussi avec vos enfants, mais aussi quand vous allez aux États-Unis, que vous ouvrez un compte bancaire, s'ils vous autorisent, parce qu'il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui n'autorisent pas les non-résidents, et ça devient compliqué. Eh bien, dans ces cas-là, les documents que la banque vous donne vous demandent de nommer un bénéficiaire. Et à partir de là, vous n'aurez pas besoin de faire un probate, puisque le bénéficiaire va arriver avec un certificat de décès et un plurilingual certificat de décès, ce qui, selon la Convention de Vienne, doit être délivré en France, ok, parce parfois les gens ne sont pas au courant. Eh bien, avec ça, la banque vous fera un chèque dans, on va dire, la majorité des cas, parce qu'il y a des banques qui deviennent difficiles et qui veulent prouver que les taxes ont été payées quand même. Mais ça, c'est un autre sujet bien plus compliqué. Voilà. Donc voilà. Donc pour résumer. Le résumé, c'est ça. Voilà. L'estate planning, la planification successorale à l'international et notamment dans le contexte franco-américain, c'est compliqué. Il faut gérer le civil, il faut gérer le fiscal, il faut gérer les outils de planification qui marchent dans un pays mais pas dans l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Donc, l'idée, c'est aller voir un conseil localement et aller voir un conseil là où vous avez des actifs ou des héritiers. Donc, et faites en sorte que les conseils, avocats, notaires, peu importe, se parlent et se concertent pour mettre en place des solutions qui fonctionnent et faire le pont entre les différents pays, à la fois au niveau civil et au niveau fiscal. Absolument. Voilà pour notre présentation. Parfait, merci beaucoup Guillaume et Valérie pour cette présentation très complète. Je vous remercie. Alors, on a quelques questions, donc on va prendre quelques minutes pour bien évidemment pour les adresser. Alors, question de Alain et Bertrand. Ayant la double nationalité franco-américaine, que dois-je déclarer si quelque chose aux États-Unis demande l'héritage d'un parent français uniquement avec héritage entièrement de sources françaises? Aux États-Unis? Alors, donc, je pense qu'il s'agit d'une personne qui réside du côté américain et qui demande ce qu'elle doit déclarer du fait de la succession de l'un de ses parents domiciliés en France. C'est en France, je crois, c'est Guillaume, puisque la succession va être faite par le père. Alors, Alors, en fait, si effectivement le défunt est en France et les bénéficiaires aux États-Unis, le fait de si le défunt est en France, le patrimoine en France, le fait de recevoir des actifs aux États-Unis n'est pas une cause de taxation. D'accord ? C'est-à-dire que lorsqu'on est bénéficiaire, lorsqu'on est aux États-Unis et que l'on reçoit une succession française, il n'y aura pas d'impôt à payer aux États-Unis. Il y aura uniquement de l'impôt à payer en France. En revanche, il faut
informer l'IRS américain du fait qu'on a reçu une succession, et c'est un formulaire dont j'oublie le numéro à chaque fois. Donc, en tout cas, contactez votre accountant, votre comptable, qui devra juste informer l'IRS américain que vous avez reçu un héritage de l'étranger, parce que cet héritage potentiellement peut générer des revenus, et ça, il faudra le déclarer aux US. Mais en tout cas, pas d'impôt à payer aux États-Unis, juste informer l'IRS. Très bien. Alors, nous avons une question de Pierrot. Pour la taxation de l'héritage et la transmission à l'époux-enfant, pour la réduire, mieux vaut-il être résident principal en France ou aux États-Unis? Pour la transmission à l'époux pour transmettre époux/enfant. Alors, de toute façon, les époux en France sont exonérés de droits de succession. D'accord ? Aux États-Unis, ça dépend si vous êtes national-américain ou pas, et domicilié ou pas. Ça dépend du visa qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont une green card? Ouais. Si vous avez une green card, vous êtes binationaux, donc c'est binationaux, donc citoyenneté américaine. Ben, l'exemption ici de 11,7 millions, hein, donc je crois que la réponse est évidente. Et en plus, si l'épouse, elle aussi, est américaine, donc il y a, même si c'est au-dessus de 11 millions de dollars, eh bien, il n'y a pas d'impôt du tout. Donc, voilà, je crois que ça répond, non? Ouais, après, bon, je pense qu'on a répondu à la question dans la présentation. Alors, merci Ghislain Nos qui répond à la question précédente. C'est effectivement le formulaire 3520 qu'il faut remplir si l'héritage est supérieur à 100 000 $. Merci beaucoup Ghislain pour le numéro du formulaire. Très bien. J'ai une question également de Jean-Marie. Est-il possible de déposer un testament rédigé en anglais chez son notaire français? Ça, c'est à Guillaume de répondre. Oui, alors effectivement, on n'est pas obligé de déposer. On ne dépose pas que des testaments au fichier central, on dépose d'autres documents. Donc, je vous dirais, oui, alors après, oui, on peut. Le problème, c'est que si la succession s'ouvre aux US, le juge il voudra l'original du testament. D'accord? Sauf que nous, en France, si le testament il est déposé chez le notaire en France, nous, le jour où on doit sortir le testament, on doit conserver l'original pour faire un acte particulier. Et donc, on ne pourra pas transmettre l'original au juge américain. Voilà. Et nous, on ne pourra transmettre qu'un acte dans lequel sera annexée une copie du testament. Et en fait, nous, ce n'est que dans les cas de procédure ancillaire, donc il y a une procédure principale en France, qu'on peut donner une copie certifiée. Sinon, il faut donner l'original, effectivement. Et s'il y a deux procédures parallèles, là, on peut éviter et donner une copie certifiée. Maintenant, attention, on peut aussi dire, si le testament est perdu, il y a tout un ensemble de procédures pour le prouver, pour prouver le contenu avec une copie, etc. Mais bon, là, on rentre dans des opérations assez compliquées. Très bien. Et j'ai plusieurs questions également sur la possibilité de choisir la loi civile applicable à la succession. Alors, j'en ai une, par exemple, de Virginie, qui se demande si c'est seulement quand on est de nationalité américaine que l'on peut choisir la loi applicable dans le testament. Alors, le droit français dit qu'on peut choisir la loi de sa nationalité. Donc, si on est roumain, turc, espagnol, voilà, on peut choisir la loi de sa nationalité. Maintenant, c'est un choix qui est offert par le droit français, de manière au niveau européen, donc il sera parfaitement reconnu au niveau européen par les 27 États membres qui ont ratifié le règlement européen sur les successions qui prévoit ce choix de loi. Après, il faut regarder dans les États tiers. Exactement. Est-ce que ce sera reconnu ou pas? Donc, ça veut dire que si, par exemple, un Français... j'ai parlé de l'exemple du national américain qui choisit le droit américain. Pourquoi? Parce que le droit américain permet la plus grande liberté possible, versus le droit français avec la réserve héréditaire. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que les Américains ou les Anglais, parce que les Anglais peuvent avoir les mêmes règles, choisissent le droit de leur nationalité parce qu'il permet une plus grande liberté de transmission. Bon. Donc non, on ne peut pas choisir que le droit américain, on choisit le droit de sa nationalité. Après, ce qu'il faut regarder, c'est si ce choix sera reconnu dans les différents États dans lesquels on a du patrimoine et dans lesquels la procédure de succession sera ouverte. Exactement, parce que par exemple aux États-Unis, si c'est un bien immobilier, bien c'est le droit américain qui est un testament. Le droit américain va s'appliquer quant à la validité, l'application, etc. du testament, même si c'est un testament étranger. Okay.
Donc, tout dépend des cas particuliers. Par contre, pour les biens qui ne sont pas des biens immobiliers, bon, il y a des exceptions. Effectivement, là, on peut choisir le lieu de l'endroit où sont situés les biens. Donc là, c'est pas aux États-Unis, rien n'est simple. On va plutôt dire ça comme ça. Ouais. Nous, en Europe, on ne reconnaîtra que le choix de sa nationalité. Si on est binational, trinational, on choisit celle qu'on veut. Ce n'est pas un problème. On choisit celle qu'on veut. En revanche, effectivement, voir comment ce choix va être reconnu dans un autre pays. Parce que chez nous, la nationalité, finalement, ne compte pas énormément. Même pas. C'est juste un élément de plus pour déterminer le domicile, etc. D'où la nécessité de contacter des conseils dans différents pays pour qu'ils se concertent et qu'on puisse travailler de concert et s'assurer que tout fonctionne bien. Très bien. J'ai une question également de Aude qui nous demande de parler des avantages de la double nationalité lorsque l'on rentre en France définitivement. Avantage ou désavantage. L'avantage, si vous êtes franco-américain, vous aurez les abattements très élevés des droits de succession américains. Après, c'est un fil à la patte. Il faudra toute votre vie déclarer impôt sur le revenu aux États-Unis, faire des déclarations, déclarer les comptes bancaires, tout ça. Ça dépend vraiment de… Et puis, ça vous permettra de choisir le droit américain de votre succession, loi civile, si vous le souhaitez. Tout à fait, très bien. Et enfin, bien évidemment, j'ai beaucoup de questions sur comment contacter les présentateurs. Alors, sur votre présentation, vous aviez mis vos coordonnées et nous, bien évidemment, ce serait un plaisir de donner les coordonnées de Valérie et de Guillaume à tous ceux d'entre vous, bien entendu. D'accord. Très bien, mais pas d'autres questions pour aujourd'hui. N'hésitez pas également à nous rejoindre dans le stand, donc onglet Expo à gauche. Et donc, nous serons là toute la journée où nous vous répondra à vos questions. On essaiera de répondre le mieux possible. Et puis, je remercie encore Valérie et Guillaume pour cette présentation très complète et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à revisionner cette session-là puisqu'elle sera disponible en replay également. Merci beaucoup. Merci Betty. À très bientôt. Merci Valérie, merci Betty. Tout le monde, au revoir.